Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de Face à Face sur Mandico Télévision. Et aujourd'hui, nous avons comme invité un acteur politique majeur. Majeur, pourquoi? Parce que c'est un acteur politique, pour moi, que j'estime incontournable pour l'actualité congolaise. Parce que avec lui, on est sûr qu'on aura la bonne information au sujet des grands sujets. Voilà, il s'agit de qui? Il s'agit de Monsieur Jean-Thierry Moussenepo. Monsieur Jean-Thierry Moussenepo, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Jean-Thierry Moussenepo, j'aime bien vous appeler président de la Ligue des jeunes de la CCU, porte-parole de l'Union sacrée de la Nation. On va commencer par un sujet qui fait polémique aujourd'hui. La nationalité congolaise, ramenée à la congolité. La congolité, la Lotchani, est-elle le filtre de la nationalité congolaise ou qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Je commencerai par dire que je suis communicateur de l'Union sacrée, pas porte-parole. Voilà. Et en ce qui concerne cette loi, je voulais vous dire que ce n'est pas une loi sur la congolité. Ceux qui interprètent ça dans ce sens sont en train de confondre avec la loi sur l'ivoirité qui, à l'époque de la guerre entre Bédié Ouattara et Alassane et Laurent Gbagbo, était initiée dans l'idée d'écarter principalement Alassane Ouattara, qu'on accusait d'être originaire du Burkina Faso, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Ce qui n'a rien à voir avec cette proposition de loi que j'ai eu à compulser, et je peux vous dire que c'est plutôt une proposition de loi qui permet à ce que l'on puisse verrouiller certains postes de responsabilité dans notre pays. Dont la présidence de la République. Oui. Pourquoi? Parce que ceux qui ont initié cette loi ont observé d'abord, sur le plan extérieur, que certains pays ont verrouillé l'accès à ce top job pour permettre à éviter à ce que le pays ne puisse être entre les mains des personnalités qui puissent avoir un cœur partagé entre la nation qu'ils dirigent et une autre nation. Raison pour laquelle des pays comme les États-Unis, par exemple, ont verrouillé ce top job avec le droit de sol. Vous avez l'exemple d'un ancien gouverneur du Texas, Arnold Schwarzenegger, que tout le monde connaît, qui est américain, mais qui malheureusement n'a pas trouvé naissance sur le territoire américain. Ouais. Il est né en Autriche, ce qui fait qu'il ne peut pas briguer la magistrature suprême. Même chose avec certains pays d'Afrique, comme le Sénégal et la Zambie également, qui exigent d'être de père et de mère zambiens. Et c'est justement d'abord ça sur le plan extérieur, mais aussi de l'histoire de notre pays. Vous savez très bien que depuis 1960, ce pays a subi des attaques pour être morcelé venant de partout, et principalement la plupart de ces salons qui décident sur la balkanisation de notre pays, comme l'a décrit Lumumba, ont commencé d'abord par utiliser nos voisins et à utiliser certains étrangers qui ont été ici comme des mercenaires dans le but de pouvoir asseoir ce plan. Et malheureusement, ils ont échoué, malheureusement pour eux et heureusement pour nous. Donc, il faille nécessairement... que cette loi doit être examinée. Justement, il faille nécessairement réfléchir sur une possibilité de pouvoir verrouiller le top job pour éviter ce genre de tentation. Est-ce que c'est une priorité? Maintenant, est-ce que c'est une priorité? Est-ce qu'il faut que ce soit discuté? Mais mon cher ami, nous sommes en démocratie. Comment est-ce qu'on peut interdire à des Congolais de réfléchir sur la possibilité de verrouiller un top job? Alors qu'il y a des problèmes à l'Est plus urgents. Mais attendez, est-ce que la discussion sur cette loi peut interdire à ce qu'on réfléchisse aussi sur ces problèmes de l'Est? Pas du tout. C'est ça la démocratie. Vous n'allez pas dire à des gens, écoutez, ce n'est pas le moment pour vous de penser, vous allez penser que nous allons finir tel ou tel autre problème. Quel est le moment où un pays existe ou vit sans problème? Ça n'existe pas. Donc comprenez que par rapport à cette loi, il est important de comprendre une chose, que ceux qui disent que cette loi n'a pas lieu d'être ont raison. Ceux qui disent aussi qu'elle a lieu d'être ont aussi raison à l'aune de la démocratie qui confère à chaque individu la liberté de penser, de réfléchir et d'agir. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que vous n'avez pas le droit. Maintenant, il y a de ceux qui disent que cette loi, elle est ségrégationniste, parce qu'elle écarterait certains individus, elle est discriminatoire. D'abord, premièrement, il faut éviter de lier une loi, un débat à un sujet individuel. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est parce que l'auteur de cette loi, de cette proposition de loi, a, comme qui dirait, une tendance à fixer quelqu'un
dont je vais carrément citer Moïse Katumbi. Je ne vois pas dans cette loi où est-ce qu'on a écrit Moïse Katumbi. Non, mais pourquoi est-ce que M. Tchani a tendance à vouloir prendre pour exemple M. Tchani? Je ne l'ai pas suivi dans ce sens. Moi, je pense plutôt qu'il faut lire le texte. Et ce texte n'a pas le nom de quelqu'un. Autant qu'aux États-Unis, lorsqu'on a fait la loi sur le droit de sol, on n'a pas cité le nom de Schwarzenegger. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, en même temps qu'on examine cette loi, cette proposition de loi, examiner aussi le cas de double nationalité? Oui, bien entendu. La nationalité congolaise, elle est exclusive. Il ne faut même pas examiner ce cas. Ce cas est déjà réglé par les textes de notre pays. S'il faille aujourd'hui réfléchir sur une possibilité d'ouvrir et de casser cette exclusivité de la nationalité congolaise, c'est un autre sujet. Mais pour être, pour l'instant, le top job, on peut avoir une double nationalité. Mais attendez, cela n'est pas acceptable pour nous autres qui sommes nationalistes et souverainistes. Okay. Nous, CCU, nous pensons que cette loi a sa raison d'être, dans la mesure où, dans le monde entier, nous avons vu des exemples des personnalités qui se sont permises d'agir contre leur nation parce qu'ils avaient justement cette double nationalité. Ok. Alors, merci, M. Monsenepo. Nous allons aborder un autre sujet parce que, avec la loi Tchani, vous en avez dit déjà assez, les gens ont compris. Mais est-il qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui devront être relevées? Il n'y a pas question de zones d'ombre, c'est la démocratie, il faut laisser les gens débattre. Voilà. Alors, nous allons aborder la question de Bunagana. C'est-à-dire, Bunagana, l'EAC, finalement. Faut-il qu'on reste dans cette plateforme régionale qui semble avoir double face? Je ne vois pas de double face. Kagame était au Kenya, on l'a pratiquement encensé par le président William Ruto. Et les Ougandais sont sur le sol congolais. Apparemment, ils sont là pour dégager, demander, cantonner les M23. On a comme l'impression que les M23 s'enorgueillit des Ougandais sur le sol congolais. Heureusement que vous parlez d'impression. D'abord, il faut commencer par la déclaration commune des chefs d'État lors de leur réunion de Luanda le 22 novembre, le 22 ou le 23 novembre 2022. Il a été question d'un cheminement et d'un plan d'action qui allait permettre à ce qu'on puisse finalement trouver la stabilité dans cette question liée à cette agression et à la présence du M23 sur le territoire congolais. Parce que le chef de l'État de la RDC avait décidé de discuter avec toutes les forces négatives qui sont à l'est de notre pays. Et la voie de ce débat ou de cette négociation ou de ce dialogue a été ouverte à Nairobi avec des discussions directes avec ces différents groupes armés. À la grande surprise de tout le monde, alors que les autres avaient pris le chemin de Nairobi, d'autres, comme le cas du M23, s'est allié avec le Rwanda pour nous agresser. Donc le président de la RDC a dit « Moi, je ne parlerai pas un couteau à la gorge avec ce groupe armé qui aujourd'hui est utilisé par un voisin qui m'agresse. » Donc la première condition pour moi, c'est qu'ils puissent libérer les contrées qu'ils occupent avant que nous puissions discuter avec eux. Et ils continuent à narguer la communauté internationale. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes en train de constater que finalement, ils sont en train de libérer ces contrées. Récemment, c'était le cas de Bunagana. Lorsque nous lisons ce que les chefs d'État ont prévu, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y aura un déploiement des forces de l'EAC pour permettre à ce que les groupes ou les éléments négatifs du M23 et des RDF puissent quitter, qu'on puisse cantonner le M23, les désarmer, et ensuite, s'ils le veulent bien, reprendre le chemin de Nairobi. Et cette fois, pas en utilisant comme pression l'occupation de certaines contrées de notre pays. Et je pense que sur ce point, les choses sont en train de bien se passer. Ce n'est pas une balkanisation comme les gens sont en train de prétendre. Oui, voilà, de prétendre. Ou encore, ce n'est pas du tout le fait que la RDC est en train de perdre sa souveraineté. Parce que justement, l'arrivée de ces troupes étrangères de notre communauté à laquelle nous faisons partie est faite par l'autorisation du gouvernement congolais. C'est un mandat de 6 mois renouvelable. Donc, ils ne sont pas venus ici en une force indépendante. Ils sont venus ici sous l'invitation et l'autorisation du gouvernement congolais. Et l'autorité de l'État, automatiquement, va s'appliquer sur ces territoires libérés parce que nous attendons cela justement pour, notamment, enrôler les populations qui sont invitées maintenant à pouvoir reprendre leur contrée. Donc, moi, je ne vois pas de double face là-dedans. Nous avions refusé à ce que le Rwanda puisse déployer ses troupes parce que c'est un pays agresseur.
Mais l'Ouganda, nous travaillons avec l'Ouganda contre les ADF NALU dans l'Ituri, vous le savez très bien. Donc, je ne vois pas ici le problème que nous pouvons... C'est-à-dire que l'Ouganda ne figure pas parmi les agresseurs de la RDC. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Bah alors, mais on a quand même l'impression qu'il y a une pression internationale sur le président de la République, sur la RDC, en rapport avec ces questions de M23. Les États-Unis, tantôt condamnent, tantôt demandent à la RDC de renforcer son armée. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Sarkozy, en fait, tout le monde, on sent que ça bouillonne un peu partout. Les avis des uns et des autres, les avis des uns et des autres ne nous regardent pas. Ce qui compte pour nous, c'est quoi? Ce qui compte pour nous, c'est que la maman, la fille, le monsieur congolais puisse rentrer chez lui. Oui, mais... puisse ne pas avoir ces groupes de terroristes dans son dos. C'est ce qui compte pour nous. Mais vous savez comment ça se passe avec le concert des nations. La vraie pression que nous avons ici, c'est la pression de nos populations qui sont des millions à s'être déplacées à cause de cette agression. Non. Et c'est cette pression que nous sommes en train de juguler aujourd'hui avec le départ de ces groupes terroristes via les accords que nous avons signés à Luanda et à Nairobi. Donc je ne pense pas que les positions des uns et des autres puissent influencer une vision du chef de l'État qui consiste à rapporter la paix dans cette partie du pays. Il n'y a donc pas d'accord souterrain, occulte ou secret autour de cette affaire de cantonnement du M23. Soyez sûr que s'il y en avait, ça serait déjà brandi. Il n'y en a pas parce que tout ce qui a été signé sur le plan international en ce qui concerne cette question a été publié dans la presse. Alors, justement, un peu, ça a un petit rapport avec ça, ce remaniement que nous venons de vivre en RDC. Ne représente-t-il pas une certaine réponse à toute cette pression que la RDC a en rapport avec la rébellion du M23, le gouvernement, Jean-Pierre Bemba à la défense, Vital Kamerhe à l'économie, Boussa, régional. On sent que ce sont des anciens, excusez-moi le terme, des anciens chefs de guerre, mis à part Kamerhe, qui a été quelqu'un de très important. Comment est-ce que vous analysez la présence de ces trois grandes figures dans le gouvernement? Je pense que toutes ces personnalités font partie de notre famille politique qui s'appelle l'Union Sacrée. Le chef de l'État, il est comme un coach. Il sait exactement à quel moment quel joueur doit entrer dans l'aire de jeu. Mais votre point de vue à vous? Oui, je vous dis donc que le chef de l'État sait exactement à quel moment quel joueur doit entrer dans l'aire de jeu. Et il a jugé important qu'en ce moment, il y ait l'entrée dans le jeu de M. Bemba, de M. Mboussa Nyamwisi et de M. Vital Kamerhe. Et en ce qui concerne mon point de vue, je peux vous dire que je suis satisfait du fait que M. Bemba ait pris le ministère de la Défense. Pourquoi? Parce que d'abord, il a une expérience en ce qui concerne le terrain de la guerre et notamment dans cette partie du pays. Le terrain de la rébellion, il a, en quelque sorte, mais nous ne sommes pas dans un cas de rébellion. Rébellion à l'Est, avec l'Ouganda et le Rwanda. Nous ne sommes pas dans un cas de rébellion avec le M23, c'est un cas d'agression que le Rwanda est en train de nous faire subir via le M23. Donc cette expérience va permettre nécessairement qu'il y ait un travail approfondi. Deuxièmement, c'est qu'il a eu à côtoyer un bon nombre des officiers aujourd'hui qui sont dans les FARDC, qui hier étaient membres de l'ANC, la branche armée du MLC. Et aujourd'hui, sa position, au-delà de l'expérience qu'il a, va permettre à ce qu'on puisse aller de l'avant. Et sa personnalité va permettre aussi de pouvoir poursuivre les réformes que le chef de l'État a engrangées en ce qui concerne notre armée. Et pour le cas de M. Mboussa Nyamwisi, nous savons qu'il a un agenda fourni en ce qui concerne les chefs d'État de la sous-région. Et donc la coopération sous-régionale tombe à point nommé entre ses mains parce qu'il a la possibilité de parler ouvertement avec certains chefs d'État, avec certains chefs d'État-major, certains responsables de la diplomatie, en ce qui concerne des sujets sensibles de notre pays et de notre sous-région. Et pour le cas de Kamerhe, ce n'est pas un nouvel ambassadeur itinérant que Félix Tshisekedi met dans son jeu? Parce que nous avons appris qu'il y a un rapprochement entre le FCC et le pouvoir en termes de... Parce qu'on veut finalement aller à une inclusivité assurée pour les élections. Parce que le FCC a carrément décidé de ne pas participer à ces jeux. Mais avec Kamerhe, ça sera lui qui va faire le relais. Est-ce vrai? Je ne pense pas. D'abord, M. Kamerhe, c'est un économiste de formation. Il a complété sa formation avec un doctorat brillant en Grèce. Et qu'il ait en cette période cette responsabilité est une bonne chose, vu son expérience et
l'intelligence qui lui est reconnue. Maintenant, en ce qui concerne la position sur le processus électoral et l'inclusivité que cela impose, c'est la responsabilité de la CENI qui d'ailleurs a ouvert un cadre de concertation permanent pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à ce processus. Maintenant, si les autres estiment qu'ils n'ont pas de discours, pensent qu'ils ne peuvent pas convaincre l'auditoire pour qu'ils puissent avoir une victoire lors des prochaines élections, ils vont se cacher derrière des subterfuges du genre à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans ce que présente le FCC. Donc pour nous, nous pensons que le train est en train d'avancer. Il faut accorder aux Congolais... Il ne pourra pas s'arrêter à un moment, une escale? Pour quelle raison? Pour ramasser certains retardataires? Mais justement, je suis souvent le président de la CENI qui appelle... Mais ce genre de retardataires, s'il vous plaît, ce genre de retardataires, on ne trouve pas, on ne règle pas leurs problèmes à la CENI ou à la gare. C'est généralement des retardataires ça dépend. On gère le problème pendant que le train repart. Ça dépend du problème que vous êtes en train de créer. Parce que jusque-là, le problème est que nous avons un processus électoral inclusif, nous avons un calendrier électoral, nous avons un bureau qui fonctionne. Pourquoi les gens vont refuser de participer au processus si ce n'est que parce qu'ils ont leur propre vue de l'esprit? Mais alors, on parle plus maintenant du rapprochement, du retour, de la réconciliation entre Félix et Joseph Kabila. Je pense bien qu'avec... je ne sais pas si on peut appeler ça un retournement de veste de Alain Atundou. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais attendez, nous sommes Congolais. Ce pays ça ne vous dérange pas? Ce pays ici appartient à nous tous. Lorsqu'il faut que des Congolais qui ont la volonté de bien faire les choses approchent la famille politique du chef de l'État, approchent le chef de l'État pour apporter leur pierre dans l'œuvre, où est le problème? Qui qu'il soit, du moment qu'ils sont Congolais, pourquoi il y aurait des frustrations? C'est des Congolais. Ils ont le droit de décider de venir travailler aux côtés du chef de l'État, qui d'ailleurs a eu à dire que la porte de l'Union sacrée est ouverte, puisque c'est une vision qui concerne le développement de notre pays. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence donc? Que ce soit coïncidence ou pas. Le problème est que nous avons besoin des Congolais pour qu'on puisse aller de l'avant. Ce pays nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas qu'à l'Union sacrée. Donc si il y a des Congolais qui sont prêts à accompagner le chef de l'État dans son action, pourquoi refuser cela? À vous entendre, on a comme l'impression que c'est assuré que le chef de l'État va passer ces élections. Bien sûr que c'est assuré. C'est assuré parce que nous, au moins, on a un discours. Au-delà du bilan, nous avons un discours et nous avons la possibilité de prouver que réellement ce qui a été promis est en train d'être fait. Mais au regard des opérations, le résultat des opérations n'est pas certain et par rapport de quelles opérations, par exemple? De la CENI. Non, mais la CENI... Et puis, avec ce qui se passe, c'est pas évident que tous ces agendas arrivent à nous ramener à des élections à la date prévue. Non, mais la CENI est l'organe technique pour l'organisation des élections. De plus en plus de transition, c'est pas évident. L'organe technique pour l'organisation des élections, c'est la CENI. Et le président de la CENI... le président de la CENI a dit qu'il va tenir la date. Oui, donc, mais ni déclaration, ce sont des bonnes intentions. Je me demande bien les malins qui sont en train de dire qu'il ne va pas tenir, sur base de quoi ils le disent. Parce que c'est lui qui a les éléments techniques. Mais vous avez assez d'expérience dans ce pays pour savoir que quand ça va aller dans un mur, on ne sent pas que ça va aller dans un mur. Non, il ne faut pas confondre le souhait de certains qui estiment ou qui veulent que nous puissions aller dans un mur et la réalité des faits. Qu'est-ce que nous constatons dans la réalité? C'est que la CENI est en train de s'organiser. On est en train de boucler dans les dernières ères l'enrôlement des électeurs. On va passer à la consolidation, au nettoyage et à la consolidation du fichier. Et puis, ça sera la convocation de l'électorat. Moi, je ne vois pas où est-ce que les gens sont en train de voir des problèmes. Pensez-vous que ça va prendre combien de temps pour cantonner le M23, ramener les déplacés dans leur site habituel et les enregistrer? Vous pensez que ça va prendre 3-4 mois? La réflexion a été faite et je pense que nous allons peut-être vivre ce qu'on a vécu en 2018 avec Beni et Yumbi qui ont connu les élections des temps après toute la République. Est-ce que c'est une bonne option? Malheureusement, c'est une mauvaise option, mais que pouvons-nous faire? Raison de plus qu'on demande des concertations, une transition, des échanges. Je ne pense pas qu'il faille des transitions pour cela. Il faut plutôt choisir une option. Et je pense que l'option a été choisie, c'est celle de voir la possibilité d'organiser les élections dans ces contrées quand les choses vont se stabiliser. Bon alors, nous allons évoluer. La RDC a décidément des véritables problèmes de souveraineté. Nous allons aborder la souveraineté économique avec 6 communes, les contrats chinois.
On a comme l'impression qu'on nous a volé notre pouvoir de décision et de propriété sur nos biens. Qu'en est-il de la SICOMIN, de la révisitation de tout cela? Vous êtes d'accord? Je pense que le directeur de cabinet du chef de l'État a enclenché des pourparlers avec les différents services de l'État et la partie chinoise pour essayer de trouver un modus vivendi qui pourrait ramener la RDC dans ses droits. Et c'est grâce notamment aux enquêtes de l'IGF qu'on a découvert finalement qu'il y a eu énormément de profits du côté des Chinois. On parle de plusieurs milliards et très peu d'infrastructures prévues pour la RDC. Encore qu'en ce qui concerne les infrastructures, il y a eu énormément de surenchères, énormément de surfacturation qui ont fait que nous avons retrouvé, par exemple, sur certains axes, des routes qui ont été facturées au kilomètre à 39 000 $, à 39 millions, ce qui ne s'est jamais vu nulle part au monde. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne ces surfacturations, la justice a ouvert un registre et la partie chinoise a accepté d'ouvrir des rallonges allant à 500 millions de $ pour la question des infrastructures et le contrat est en train d'être révisité. Et cela à deux niveaux, d'abord au niveau de la présidence de la République, mais aussi au niveau de l'Assemblée qui s'est penchée sur la question. Donc je pense que nous sommes en train de récupérer ce qui nous a été pris et les choses vont mieux se passer. Parce que moi j'ai toujours pensé, et c'est mon point de vue, c'est que nous ne pouvons pas continuer à dire que nous sommes un pays riche lorsque ces richesses ne servent à rien. Nous devons réfléchir dans une possibilité où ces richesses peuvent être échangées avec de la technologie, avec des infrastructures, avec des besoins réels pour donner de la richesse à nos populations. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport au volet justice dans ce dossier? Parce qu'il y a certaines personnes qui doivent se justifier par rapport au fait qu'elles ont signé, elles ont trempé dans des contrats, dans des échanges, dans des deals, si je peux me permettre, de manière intentionnelle, pour leurs propres intérêts. Est-ce qu'on ne peut pas établir des responsabilités? Mais justement, c'est pour cela que le dossier est en justice. Ça ne va pas tourner à une chasse aux sorcières? Non, pas du tout. C'est justement ça qu'il faut éviter. C'est de penser que puisque le dossier est en justice, c'est pour des chasses aux sorcières. Pas du tout. Lorsque l'on assume les responsabilités de la gérance de la chose publique, il faut s'attendre à ce que vous puissiez avoir un devoir de redevabilité. Et ce devoir peut s'appliquer soit au niveau des juridictions administratives, soit devant la justice. Mais au niveau des compromis politiques? Je ne pense pas, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une question éminemment politique. Il s'agit d'une question d'ordre administratif avec un contrat qui pose problème. Dicté par la politique? Avec, bien entendu, mais la politique, elle donne la vision, mais l'applicabilité, c'est avec les structures de l'État. Et une fois que le contrat est établi, c'est l'administration qui prend le relais. Et sur le plan judiciaire, avec l'ouverture de ce registre de ce registre pénal qui va étudier au cas par cas pourquoi cette route a coûté autant, qu'est-ce qui a motivé et ainsi de suite. Voilà, nous allons essayer d'évoluer par rapport à ce dossier contrat chinois, attendant la suite pour savoir si cela sera pris de la manière que vous souhaitez. Mais alors, nous allons aborder une autre question qui vous tient à cœur. Le Mai-Ndombe est en proie à une insécurité intolérable aujourd'hui, vraiment intolérable. C'est à quelques mètres de Kinshasa. Et à l'allure où les choses, il n'y a pas de quoi s'étonner que Kinshasa soit totalement contaminé. Vous avez proposé une table ronde, pourquoi? Ce n'est pas possible de résoudre cette question au niveau de la province? Pourquoi j'ai proposé cela? C'est puisque, premièrement, lorsqu'il y a eu le découpage des provinces, vous savez que le Mai-Ndombe faisait partie de la province du Grand Bandundu, ensemble avec le Kwilu et le Kwango, qui sont devenus 3 provinces distinctes. Il y a eu des problèmes aussi avec les répartitions des terres. Et certains chefferies ont empiété sur d'autres. Ce qui a occasionné à des moments certains troubles, certaines attaques d'un village contre un autre, d'une ethnie contre une autre, et ainsi de suite. Et cela a occasionné malheureusement les attaques qu'on a récemment enregistrées entre les Téké et les Yaka. Ça, c'est sur le plan interne. Maintenant, sur le plan externe, nous enregistrons des incursions de certains éléments qui ne viennent pas non seulement de notre province, mais aussi de notre pays, qui traversent le fleuve et qui viennent égorger, tuer, piller, brûler
au niveau de notre province. Raison pour laquelle... C'est le schéma de Kamina Sapou qui raison pour semble... laquelle, voilà. Raison pour laquelle nous avons apprécié le fait que les autorités ont, depuis le début de cette crise, écouté les différentes communautés, mais aussi les responsables. Il y a eu un balai ici où on a fait venir les députés provinciaux de ces 3 provinces, les gouverneurs, les chefs coutumiers et la société civile. Mais moi, je pense que les prendre séparément ne va pas directement résoudre le problème. Il faudrait prendre les choses de manière globale. Lorsque l'on met tout le monde ensemble, on a la possibilité de ressortir une feuille de route qui englobe toutes les pistes de solutions sur le plan de la chefferie, sur le plan de la territoriale et sur le plan sécuritaire également. Donc, cette table ronde va permettre de mettre ensemble non seulement les notables, mais aussi la société civile, les 3 gouverneurs, les assemblées provinciales, les chefs coutumiers, les administrateurs de territoire, et j'en passe. Au moins en ce moment-là, le gouvernement aura un document global et généralisé qui permettrait à ce qu'on puisse savoir exactement comment les choses vont aller et mettre les choses en branle. Et au moins, ça permettrait à ce que nous puissions établir une unité de vue au sommet qui va finalement se répandre jusqu'à la base. Parce qu'on ne peut pas comprendre que aujourd'hui, il y ait ce genre de tuerie dans nos provinces, parce que l'ennemi, pour qu'il vienne agir chez vous, il faut qu'il y ait une complicité interne. Et à côté de cette complicité, de la faiblesse. Donc il faudrait que nous puissions travailler sur ces éléments pour redonner une unité dans notre grande province et permettre à ce que la stabilité puisse reprendre. Parce que le Kwamouth, c'est la porte de Kinshasa. Une fois que cette déstabilisation-là va prendre de l'ampleur, ça va s'étendre jusqu'ici. Regardez, au début, ça n'a été que dans la province de Maïndombe, dans le territoire de Kwamouth. Mais ensuite, ça s'est élargi jusqu'à Bagata, jusque dans le Kwilu. Et qui ne dit pas que ça va aussi embraser le Kwango? Soyons prudents. Alors, et qu'en est-il de ces éléments qui interviennent, qui viendraient de l'autre côté de la frontière, du fleuve, pour être direct de Brazzaville? Ça n'a rien à voir avec ces fameuses populations dont le contrat entre Brazzaville et le Rwanda, ça n'a rien à voir. Nous n'en savons pas suffisamment, mais je pense que les services de sécurité travaillent sur ça. Et c'est une question qui sera débattue. Nous le souhaitons. Bon alors, nous allons rester un peu dans le contexte de l'insécurité avant d'aborder autre chose. Vous pouvez facilement aller en Europe aujourd'hui, à Paris? Vous serez à l'aise d'aller à Paris aujourd'hui et de vous balader sur les Champs-Élysées? Ça sera difficile. Je peux même vous dire qu'en 2018, j'ai été obligé de me coiffer en perruque pour éviter un passage à tabac de ceux qu'on appelle les combattants. En 2018? Oui. Mais là, c'était pour le compte de la majorité présidentielle. Mais apparemment... Et aujourd'hui, pour le compte apparemment, ce mouvement ne s'applique pas. Nous avons vu récemment... Blanc, bonnet blanc. Mais attendez, c'est justement ça le problème. Nous disons qu'il faut condamner le mal lorsqu'il est en train de se développer. Mais ce mal, ce n'est pas un désaveu lié à certaines questions de mauvaise gouvernance politique? Ah mais non, je ne pense pas du tout. Quelle est la mauvaise gouvernance? Alors comment peut-on définir quelle est la mauvaise gouvernance? Quelle est la mauvaise gouvernance qui justifierait le passage à tabac d'un individu? Quelle est cette mauvaise gouvernance qui justifierait le meurtre? Qui justifierait des coups et blessures? Là, nous sommes dans une situation de barbarie et de sauvagerie. Nous avons comme ça des individus qui se permettent de pouvoir faire la loi dans la rue, tuer, frapper, menacer qui ils veulent. Ce n'est pas normal. Rien ne peut justifier la violence. Non, mais quand on fait la lecture de ces événements, de ces incidents, on a comme l'impression que c'est le même comportement qui avait prévalu à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir et que la diaspora, qui était pour l'opposition, n'en voulait plus. Et aujourd'hui, curieusement, l'opposition, la fois passée, est au pouvoir, les mêmes changent. Mais qu'est-ce qui se passe? On a finalement l'impression que nous avons affaire à des bandits. À un groupe de bandits. Aujourd'hui, ce sont des bandits. Mais attendez. Dans le temps, c'était des combattants. Non, non. Nous, on les a toujours traités de bandits. Ils ont toujours été des bandits. Comment vous pouvez accepter l'agression que M. Léon Kengo Adondo a eu à connaître à Paris, gare du Nord? Comment vous pouvez expliquer ça? Qu'est-ce qui peut justifier cette agression? Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui l'agression que connaît M. Boussembe? Rien ne peut justifier un tel niveau de sauvagerie.
ça veut dire que nous avons affaire à des bandits. Et justement, lieu ici d'interpeller l'État français. Ce n'est pas normal que dans notre pays, vous pensez que tous les Congolais qui sont ici sont d'accord avec la politique de la France en notre égard. Mais leurs officiels arrivent ici, leurs compatriotes vivent ici, on ne les a jamais agressés. Parce que nous sommes un pays où nous savons respecter les droits et nous savons aussi protéger nos hôtes. Mais regardez ce qui se passe dans ces pays. Savez-vous que notre ambassade a été brûlée à Paris? J'ai été visiter cette ambassade qui a en partie été calcinée à cause justement de cette horde de bandits. Mais est-ce que ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que toute cette fameuse performance qu'on nous crie par les autorités ne rime pas avec la disette? Il y a la disette, le malaise social aujourd'hui. Et vous savez, quand il y a le malaise social, c'est un peu comme au Moyen-Âge. C'est la Révolution française est partie de là. Vous ne sentez pas qu'il y a un soulèvement qui gronde, mais qui ne s'affiche pas encore de manière brutale? Vous ne sentez pas ça? Je ne sens pas ça, mais ce qui est vrai, c'est que la situation, elle est difficile. Elle est difficile. La situation sociale. Et quand une situation est difficile, les gens perdent un peu la boule. Hein? Non, je ne pense pas que les Congolais soient... Comme qui dirait, il y en a marre. Non, 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 non. Les Congolais sont dans un niveau de résilience et ils savent que le gouvernement fait des efforts pour essayer de juguler cette crise. Cette crise qui est multiforme, mais il y a des solutions qui sont apportées. Et lieu ici pour moi d'interpeller l'actuel gouvernement. Ils viennent de prendre les fonctions. Il faut que rapidement ils puissent régler les problèmes liés au coût de la vie des Congolais, à la structure de prix, à la stabilité de la monnaie et trouver des solutions pour que les Congolais puissent trouver de quoi manger, de quoi se faire soigner, de quoi se vêtir. C'est important. Il y a eu des efforts qui ont été faits avec le premier gouvernement Sama, mais il faut encore plus d'efforts pour permettre à ce que nos populations puissent convenablement vivre. Mais comme je vous ai dit, rien de tout ça ne peut justifier la violence, rien de tout ça ne peut justifier la barbarie. Alors, avant de terminer, l'Union sacrée de la nation, à quelques mois des élections, n'a toujours pas établi une configuration officielle comme une charte. Qu'en est-il? On en a entendu parler, mais jusque-là, on ne sent pas que ça s'accélère. Le secrétaire général de l'UDPS a déclaré tout récemment qu'il ne fallait pas que les militants de l'UDPS tiennent compte de ceux qui prétendent être des alliés du pouvoir. Lui, il va les désigner. C'est un malaise quelque part. Je ne pense pas, parce que nous avons pris le temps de travailler sur un texte, et ce texte aujourd'hui, il est prêt. Il a été distribué aux différents regroupements politiques et partis et personnalités qui font partie de l'Union sacrée. La signature va intervenir incessamment. Cette charte, justement, repartit la manière dont nous allons vivre au sein de notre famille politique. Cela consacre le fait que nous sommes tous derrière le chef de l'État, dans sa vision, mais aussi pour sa candidature pour notre famille politique. Ce texte consacre aussi la possibilité de ceux et celles qui veulent faire partie de l'Union sacrée, de comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre. C'est donc cette charte qui va permettre à ce que nous puissions aujourd'hui devenir une plateforme politique structurée qui va désormais travailler aux côtés du président de la République pour non seulement réussir son mandat, mais aussi lui arracher un second bail. Bon alors, nous allons terminer le 6 avril, demain, désormais jour férié. Cette décision du président de la République, après avoir eu le temps de se concerter avec les deux présidents des chambres, n'est-elle pas, comme qui dirait, une séduction préélectorale? Non, je ne pense pas. Parce que le chef de l'État... C'est un hommage. Le chef de l'État a eu à le promettre dans le temple sacré de Kamba, devant les fidèles kimbanguistes, devant le père spirituel, et il a tenu à sa promesse. Parce que nous savons tous ce qu'a été la lutte et le travail de Simon Kimbangu pour notre pays, mais aussi pour les Noirs. Nous savons qu'il a été l'un des personnalités qui ont permis à ce que nous puissions nous affirmer en tant que peuple. Et aujourd'hui, il y a énormément de Congolais, des millions de Congolais, de par le monde et ici, qui croient en la divinité de Simon Kimbangu.
Il n'est donc que justice que l'on puisse avoir un jour dédié à la lutte de cette personnalité emblématique qui a marqué l'histoire de notre pays et qui a été à la base de ce mouvement panafricaniste qui aujourd'hui est lié à une philosophie noire ici en RDC, mais aussi partout en Afrique. Donc ce n'était pas normal que dans notre pays, on ait des dates liées à la religion judéo-chrétienne, mais qu'on n'ait aucune date liée à à Kimbangu, qui a été parmi ceux qui ont éveillé spirituellement, idéologiquement, philosophiquement, les Congolais, les Noirs, ici et ailleurs. Donc nous, qui croyons en cette mission prophétique de Simon Kimbangu, nous disons merci au chef de l'État. Que nous puissions avoir une journée dédiée à cette méditation profonde sur la lutte de l'homme noir par rapport à sa détermination. Nous invitons à ce que les frères et sœurs kimbanguistes puissent se mettre ensemble, réfléchir et utiliser cette journée pour que nous puissions approfondir l'amour de ce pays, comme l'a toujours dit Fumo Kimbangu lui-même. Oui, merci. On salue Simon Kimbangu qui nous fait honneur. Mais est-ce que entre nous, on ne pourrait pas comprendre aussi que ça tombe bien, oui, mais en même temps que c'est une réplique latente, anti-néocolonialiste du fait que Simon Kimbangu était anti-colonialiste et que, vu le contexte du monde aujourd'hui où l'Occident est en perte de vitesse, il faut l'avouer, et que l'Africain est obligé de revenir à ses sources pour mieux redéfinir son avenir. N'est-ce pas une certaine façon de narguer un peu les colons qui vont peut-être comprendre que quelque part, on est sous-traité, non? Je ne pense pas, puisque nous le faisons d'abord pour nous-mêmes. Nous le faisons d'abord pour nous, les Congolais. Nous avons, nous, besoin de fêter nos héros, de penser à ceux qui ont réfléchi pour notre détermination en tant que peuple. Avec retard, malheureusement, mais mieux vaut tard que jamais. Et nous avons aujourd'hui un président de la République qui a permis à ce que nous puissions avoir une journée dédiée à cette lutte. Donc c'est d'abord pour nous, Congolais, une journée de méditation et d'introspection qui permettrait à ce que nous puissions nous adapter à ce qu'a été la vision de Simon Kimbangu. Avant de penser à tout ce qu'il y a comme néocolonialisme et tout cela, c'est d'abord une responsabilité de peuple, de nous-mêmes. Nous avons d'abord le devoir, nous, de nous approprier cette lutte et de faire en sorte que nous puissions être dignes du sacrifice et de la vie qu'a été celle de Simon Kimbangu. Bon, nous allons terminer, mais une question me vient à l'esprit. Je sais que ça ne peut pas vous concerner directement, mais ça peut peut-être vous préoccuper. L'opposition aujourd'hui. Comment vous voyez l'opposition? Moi, j'ai beaucoup de regrets pour notre opposition. Parce que l'opposition doit être le levier, doit être les neurones miroirs d'un pouvoir en place. Il doit être celui ou cette force qui vient avec des contre-propositions et des critiques constructives qui permettent au pouvoir de savoir que là où je marche, j'ai commis telle ou telle autre erreur. Mais quelle est l'opposition que nous avons? Nous avons une opposition réfractaire. Nous avons une opposition qui va sur des terrains d'individualité plutôt que sur des terrains d'objectivité. Nous avons une opposition qui, malheureusement, ne vient pas avec des propositions concrètes, mais qui ne vient que dans une critique de déstabilisation qui n'avance pas notre pays. Il faudrait que l'opposition aujourd'hui comprenne que si demain elle peut prétendre parvenir à arracher le pouvoir, c'est par force d'idées. Et c'est par force de convaincre les populations que je peux faire mieux. Pas dans l'insulte, pas dans les attaques personnelles, mais plutôt de dire que, voilà, vous avez une politique de gratuité de l'enseignement qui, selon moi, ne marche pas. Voilà ce que nous, on aurait pu proposer. Voilà, vous avez une politique économique qui ne marche pas. Voilà ce que nous aurions pu proposer. Mais pas une opposition qui vient, qui dit que voilà, nous détestons M. Monsenepo parce qu'il a des cheveux blancs, nous le détestons parce qu'il porte des lunettes, et ainsi de suite, parce qu'il est myope. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que l'opposition puisse s'émanciper, devenir finalement à la hauteur de cette responsabilité que les Congolais
leur ont donné, parce qu'en réalité, c'est les Congolais qui leur ont donné ce rôle-là via les élections. Alors, ils doivent l'assumer et bien faire leur job. Alors, un message aux Congolais. Le message principal, c'est d'abord adressé à ceux et celles qui sont dans ces zones où il y a énormément de troubles, notamment en Ituri, dans le Kwamut et dans le Nord Kivu, de pouvoir tenir bon parce que nous pouvons aujourd'hui espérer en des solutions trouvées par notre gouvernement qui mouille le maillot pour essayer de trouver des solutions. Mais nous demandons aussi au gouvernement de pouvoir faire un effort encore accru pour que non seulement ces crises soient résolues, mais aussi que l'on puisse éviter que cela ne puisse arriver en essayant de trouver des possibilités, de trouver des solutions bien avant que les situations ne puissent s'aggraver. Merci. On vous remercie, M. Jean-Thierry Moussenepo. Je rappelle que nous avions sur ce plateau, face à face, M. Jean-Thierry Moussenepo, communicateur de l'Union sacrée des nations, acteur politique majeur, opérateur économique, grand analyste. Et ça sera toujours un plaisir de vous recevoir sur Mandico. Merci infiniment.